Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Je m'appelle Xavier Colombani et je suis accompagné aujourd'hui par notre capitaine Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud. Coucou. Notre top scorer Yann Onona. Salut Xavier, salut à tous. Et il se demande ce que je vais lui dire. Notre pivot évidemment, Amaury Perdriau. Oh, bonjour Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous aurez remarqué, pas de Maxime Mallet cette semaine en direct de New York. Il a déjà assez de boulot comme ça avec la préparation d'un beau sujet Luka Doncic pour votre quotidien préféré. Mais aussi parce qu'une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de Doncic justement, ni des Golden State Warriors ou de Frank Ntilikina ou des équipes de LA. Non, pas de NBA au programme cette fois. Ce podcast sera constellé d'allusions à Tony Jekiri, au CSKA Moscou ou même au Portel, car oui, ce step back sera Villeurbanais. Nous l'avons appelé tout simplement Asvel Premier Bilan. Alors c'est vrai, c'est un peu neutre, on vous le concède, Asvel Premier Bilan. On aurait pu appeler ça aussi l'Asvel des débuts réussis, parce que ça claque quand même. 10 victoires en 10 matchs en JP Elite, c'est du jamais vu depuis une quinzaine d'années, je crois 2003, quelque chose comme ça. Et 5 victoires après 11 journées d'Euroleague. Alors là, c'est carrément inespéré. L'Asvel, c'était le petit poussé de la compète, celui dont tout le monde pensait qu'on allait en prendre 30 à chaque match. Et celui qui dit c'est pas moi, c'est Edwin Jackson, dans un entretien à Yann Onona, que vous avez pu lire jeudi dans l'équipe. On aurait pu appeler ça aussi l'Asvel entre dans le dur, parce qu'elle ne fait plus partie des qualifiés potentiels en play-off depuis jeudi et sa lourde défaite sur le parquet du Maccabi Tel Aviv, 93-62. Elle vient de perdre 3 matchs de suite en Euroleague, elle n'a plus un bilan positif et surtout elle encaisse de plus en plus de points avec un calendrier qui ne va pas l'autoriser à souffler dans les semaines qui viennent. C'est plutôt l'inverse, d'ici un mois, même pas un mois, je crois qu'il y a encore 11 matchs, plus d'un tous les 3 jours. Alors, on peut se poser des questions, faut-il commencer à s'inquiéter, peut-être un petit peu, se poser des questions sur l'Asvel? Faut-il tout simplement se réjouir d'avoir enfin une équipe française compétitive au top de l'Europe? Qui peut encore hausser son niveau dans l'équipe? Autant de sujets que nous allons explorer pour vous pendant une demi-heure. Début du game. Alors Arnaud, j'ai tout de suite une question qui me tarabuste, qui me turlupine même un petit peu. Qu'est-ce qui est le plus surprenant finalement dans le début de saison de l'Asvel? Est-ce que c'est le fait d'être compétitif en Euroleague, ce qu'on n'avait pas forcément prévu, ou c'est de réussir à être encore invaincu après 10 matchs, c'est déjà pas mal, 10 matchs en JP Elite, alors que justement il laisse beaucoup de gomme en Euroleague? Ouais, j'ai envie de dire que c'est les deux. Je pense que si en début de saison, on avait dressé une sorte de temps de passage fin novembre, on n'aurait probablement pas imaginé une équipe à 10-0 en JP Elite et à 5 victoires en 11 matchs en Euroleague. Personne n'y pensait à ce scénario-là. Donc les deux performances sont assez remarquables, je pense, dans l'absolu, et sont surprenantes. Pourquoi ? Parce que, en effet, l'Asvel n'avait pas vocation du tout à jouer dans la cour des grands en Euroleague et à se mêler effectivement, alors virtuellement, parce que la saison est très longue, mais en tout cas au premier tiers quasiment de la saison. On n'avait pas vocation du tout à rentrer dans le top 8 par exemple, ou à jouer la qualification. Et au premier tiers également de la saison de JP, on pouvait imaginer qu'elle allait lâcher 2-3 matchs, ce qui n'a pas été le cas. Alors ça a été tout proche à plusieurs reprises, faut pas se leurrer, elle n'a pas fait un parcours non plus absolument parfait sur le plan du jeu et de la maîtrise de son sujet, puisqu'elle a failli passer je crois que c'était à Rouen, où ça s'est joué à pas grand-chose. 4 points d'écart. Voilà, et puis il y a eu un deuxième match aussi à l'extérieur, qui a été compliqué, c'était à Bourg, il me semble. Donc voilà, c'est pas un parcours absolument parfait, mais il est très au-dessus des espérances que pouvait nourrir à la fois le public, les spécialistes observateurs que nous sommes, et puis même le club en tant que tel. Je pense qu'un Parker ou un Batum ou un Mitrovic n'imaginaient pas du tout ce parcours-là quand même. L'impression que ça donne, peut-être, c'est que, en gros, les grosses écuries d'Euroleague ont débuté doucement parce que pour elles, les vrais objectifs ne sont pas maintenant, elles sont en 2020. À l'inverse, l'Asvel se devait assez rapidement de prouver qu'elle avait mérité de revenir en Euroleague. En gros, est-ce qu'elle n'a pas mangé son pain blanc? C'est une expression que tu utilisais il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a été opportuniste, je pense surtout, parce qu'elle a su saisir les options que le calendrier de début de saison lui offrait, avec notamment une équipe du Pana, une équipe d'Olympiakos qui ont été cueillies à froid à l'Astrobal ou à chaud, comme vous voulez, à l'Astrobal d'entrée, qui n'étaient pas des équipes encore tout à fait prêtes. Je pense que le Panathinaikos d'aujourd'hui, qui est désormais d'ailleurs coaché par Rick Pitino, qui est revenu au club, ce Pana-là, à mon avis, c'est pas tout à fait le même
même que celui de la première journée ou de la deuxième journée. L'Olympiakos d'aujourd'hui, on sait qu'il y a eu aussi beaucoup de changements. Alors, c'est peut-être pas une équipe très forte quand même encore aujourd'hui, mais malgré tout, elle doit être un petit peu supérieure au visage qu'elle avait montré à l'Astrobal. Et puis Moscou, et puis rappelez-vous le succès contre Vitoria, qui est pas franchement très bien lancé dans cette Euroleague non plus, avec beaucoup de pépins de blessures. Donc l'ASVEL a su saisir ces opportunités-là pour prendre ces matchs-là, qui sont, comme on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc voilà, ils auront au moins ces 5 victoires-là, et on peut estimer qu'avant la fin de la phase aller, donc fin décembre, devrait pouvoir gratter. Enfin, l'idée, ce serait de gratter encore 2 matchs sur les 6 à jouer, quoi, pour avoir un bilan quand même parfaitement étonnant à mi-saison. Oui, et tu as touché du doigt une clé, je pense, Xavier, c'est que l'Euroleague ayant changé de format il y a 3 ans et que maintenant la saison régulière se déroule sur 34 matchs, les cadors en fait n'ont plus forcément la même obligation de s'imposer ou le même sérieux, parce qu'ils ont le temps. Donc on se rapproche un peu de ce qu'on voit parfois en NBA où il y a des résultats incohérents ou des chutes de tension soudaines. Là on est tout à fait là-dedans, et comme disait Arnaud, l'ASVEL a saisi sa chance avec un peu la bienveillance de l'Euroleague qui avait qui a un grand besoin du marché français, et qui donc a évidemment consenti à mettre Villeurbanne dans les meilleures conditions, par exemple en commençant la saison par 2 matchs à domicile. Évidemment après il fallait le faire, et l'ASVEL a fait le boulot. On parle de pain blanc, j'imagine qu'on y reviendra, mais l'ASVEL a réussi tout ça quand même en ayant aussi mangé son lot de pain noir. Des bons résultats en ayant une infirmerie souvent pleine ou trop pleine sur certains postes, avec un temps d'adaptation sur ce retour à la compétition qui est nécessaire, et finalement il s'est fait assez rapidement ce temps d'adaptation, parce que d'aller chercher quand même ses premières victoires d'emblée, même face à des équipes qui sont pas en forme, il faut le faire, tout en y intégrant un calendrier championnat de France qui reste soutenu, de se remettre dans un mode un match tous les 2-3 jours. Je trouve que finalement elle a su saisir des opportunités, mais elle les a créées aussi parce il y a eu une forme d'adversité qui s'est présentée match après match. Donc je trouve que finalement elle n'a pas surperformé, sous-performé. Elle a profité effectivement d'une conjoncture de match à domicile plus présent sur la première phase, mais au final il y a des matchs qu'elle est allée chercher, parce que je pense que toutes les équipes, même les gros d'Europe, il n'y aurait pas de tels résultats en ayant un seul pivot, par exemple, à disposition depuis le début du championnat. Et oublions pas qu'on avait promis, en fait, tout le monde disait ils vont prendre des valises, ils vont prendre 30 points par match, ou pas loin, face aux géants de l'Euroleague. Donc voilà, il faut... Yann, je reste avec toi justement. J'ai l'impression qu'ils se sont offerts un confort moral. Il suffit d'écouter ce que disait Zvezdan Mitrovic hier après le match contre le Maccabi. Il était extrêmement relativiste. Il disait on sait quels sont nos objectifs, c'est de gagner de l'expérience, c'est notre première saison en Euroleague. Donc forcément, ce sera pas facile. On va avoir des hauts et des bas, c'est normal. L'important, c'est de continuer. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le plus gros risque, c'était pas d'avoir des mauvais résultats en Euroleague, encore que ça pouvait perturber les psychologies, mais c'était surtout de prendre du retard en championnat, d'avoir cette peur-là. Finalement, là, tout ce qu'ils ont gagné va leur permettre d'absorber les défaites qui vont fatalement arriver, de plus en plus en Euroleague et peut-être en championnat. En fait, ils sont installés, Yann, j'ai l'impression, dans une dynamique positive. Voilà. Ils ont installé cette saison dans une dynamique positive. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour la suite, pour les vraies échéances qui seront celles du printemps, bien sûr, pour donner un petit frère au titre de champion de France conquis l'an dernier. Et puis pour, évidemment, essayer de lutter jusqu'au bout, pour être compétitif jusqu'au bout en Euroleague à partir des matchs retour. Parce que c'est les matchs allés aujourd'hui, ils ont fait le plein quasiment de victoires potentielles sur la phase allée, pardon. Il reste à négocier une phase retour qui va être très compliquée, forcément, parce que plus on va s'enfoncer dans la saison, et plus il y aura des hauts et des bas, des difficultés, parce que... je te pose la question clairement. Ils ont gagné 5 matchs pour l'instant. S'ils en regagnent 5 jusqu'à la fin, ils auront réussi leur saison. Ils auront réussi leur saison, de toute façon. Mais ils n'ont pas d'obligation de résultat en Euroleague. Non, il n'y a aucune obligation, mais il y a une question d'image. Ça, c'est fondamental. Et l'image, aujourd'hui, elle est très positive. C'est pour ça que je parlais de dynamique positive. C'est qu'il y a une dynamique à la fois collective, semble-t-il, dans le groupe. On voit un groupe qui est plutôt solidaire, qui a gagné des matchs qui étaient très compliqués à gagner de par le scénario des rencontres à domicile ou à Belgrade, rappelez-vous, etc., la prolongation, bref. Ils ont réussi ça parce qu'il y a, je pense, une dynamique collective très forte dans cette équipe-là. Et elle est installée maintenant. Alors, il peut encore y avoir des soucis, ça peut encore dérailler un petit peu, mais néanmoins, il y a quelque chose de fort qui est installé. Et cette dynamique positive
collective, sportive, elle entraîne aussi une vraie image positive. Je pense que ce qu'a dégagé l'Asvel sur le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est des choses pour le sport français, parce qu'il était là le défi aussi. Hein, le basket français a une très mauvaise image, une image un petit peu de loose, le basket français de club, une image de loose un peu depuis quelques années sur la scène européenne, depuis même une bonne quinzaine d'années. Je crois que l'Asvel a un peu retourné les choses là. Elle a surpris un peu le sport français dans son ensemble, parce que le sport français a regardé, a observé l'Asvel là, pendant 2 mois, parce qu'il y a eu un effet médiatique, un éclairage un petit peu nouveau. Et je pense que ça l'a surpris, ce sport français. Et quelque part, tout ça, c'est que du bonus, à la fois, d'abord, énormément pour l'Asvel, mais aussi, quand même, ça rejaillit un peu sur le basket français, dont l'image va peut-être être un petit peu retouchée grâce à cet automne plutôt réussi. Surtout que quand on parle d'image, évidemment, il y a l'énorme... il y a l'ombre, le visage de Tony Parker que depuis le début de saison, on voit quasiment tous les jours, de manière quotidienne, investi dans son club, maintenant qui peut s'en préoccuper quasiment à plein temps. Ils ont ouvert l'académie en grande pompe avant le début de la saison. Ils font venir Gérard Collomb, Jean-Pierre Suta, il y a un peu tout le Gotha du sport français qui s'y intéresse. Ils mettent en avant leur projet et maintenant on a l'Olympique Lyonnais, qui est quand même un des plus gros exemples de réussite de sport business dans l'histoire du sport français, qui s'investit dans le club, actionnaire à 25%, et on a appris aujourd'hui qu'ils vont même afficher maintenant leur logo sur les maillots de l'Asvel féminin et de l'Asvel masculine. Donc il y a un cercle vertueux, vraiment. Est-ce qu'il y a un effet Parker, d'après toi, c'est-à-dire dans la capacité, peut-être par ces mots du président, à avoir donné de la surconfiance à ses joueurs, cette confiance à l'américaine qui a toujours infusé à l'intérieur de la personnalité de Tony Parker, ou est-ce que, plus basiquement, s'il fallait prendre une personne responsable de ce bon départ, il faudrait plutôt se tourner vers Zvezdan Mitrovic? Tu as fait pas mal de portraits de lui, j'en revoyais quelques-uns dernièrement. Il faudrait remercier le propriétaire de Monaco d'avoir fait venir ce personnage en France. Qui d'après toi, est le personnage principal du beau début de saison de l'Asvel? C'est Mitrovic? C'est Parker? C'est les joueurs? C'est qui? Oula, non, c'est compliqué là. Je pense que les deux ont un rôle très différent. On peut pas, on peut pas mettre de côté l'apport presque irrationnel d'un Tony Parker. Il y a un apport concret sur le côté business, organisationnel et sur les progrès du projet. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, il était impensable de mettre les maires de Villeurbanne et de Lyon dans la même salle. Il les a fait venir se serrer la main devant les caméras alors que pendant 15 ans, c'était inimaginable. Donc, je veux dire, à un moment donné, le projet de salle, il a trouvé une échappatoire avec l'Olympique Lyonnais, alors qu'on se demandait comment ils allaient fabriquer une salle. En fait, Parker, comme pendant toute sa carrière, sait provoquer la chance. Et après, au niveau sportif, on peut pas être naïf. C'est-à-dire, évidemment, il est pas coach, Tony, mais quand on sait qu'il va à la mi-temps d'un match de Coupe de France, il choisit quand il va dans le vestiaire, quand il va à la mi-temps d'un match donc en Coupe de France, et ensuite dans le match 5 de la finale, on ne sait pas ce qu'il dit peut-être il saupoudre ses mots, mais il y a une influence. Les joueurs ne peuvent pas ne pas recevoir quelque chose ne serait-ce que de sa présence et après de ses mots. Ensuite, évidemment, c'est dépendant de tout ce qu'il y a derrière au niveau sportif avec Zvezdan Mitrovic, qui a mis sa touche, on voit bien, puisque cette année, c'est la défense, comme toutes les autres années avec ses équipes. Et pour prolonger la question que posait Xavier, de toute façon, oui, Tony Parker, s'il a une influence vis-à-vis du sportif, elle est dans le recrutement, où il est personnellement investi. On en a parlé avec Tony Djekiri, qui est un des gros coups de l'Asvel cette saison. Voilà, il a reçu des textos personnalisés de Tony. Il dit voilà, c'est toi que je veux, etc. Donc il le dit lui-même, quand on a un président qui, en plus de ça, a un tel nom, vient te chercher, vient dire c'est toi que je veux, je vais faire de toi la figure de mon secteur intérieur. Je pense qu'il y a cette approche-là avec tous les joueurs de l'Asvel, en tout cas ceux que Parker veut. Donc il y a une forme de mise en confiance derrière. C'est au coach d'aller imposer sa philosophie de jeu et qui fonctionne jusqu'à preuve du contraire. Et pour le coup, Djekiri, on est en plein dans ta question aussi, Xavier, puisque c'est Zvezdan Mitrovic qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a dit je veux ce mec-là, je l'ai vu à Gaziantep, je le veux. C'est pas Nicolas Batum, François Lamy. Après, eux sont allés évidemment le regarder et voir ce qui était possible et si c'était dans les cordes financières du club. Mais là, on est bien à la liaison de ces deux personnages. C'est lui la vraie trouvaille de l'équipe jusqu'à maintenant. C'est celui qui vous impressionne le plus. Je demande à question ouverte. J'en parlais tout à l'heure à Arnaud, notamment sur l'Euroleague. En tout cas, du point de vue de l'Euroleague, moi, il me semble que
il a été la vraie surprise du début de saison en Euroleague. Donc les adversaires de l'Asvel ne s'attendaient pas à avoir à faire face à un intérieur de ce calibre-là. Et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui les résultats un peu moins bons du club, c'est que Jake Carey maintenant est attendu, comme l'est Edwin Jackson. Dans le secteur intérieur, les adversaires de l'Asvel... Livio Jean-Charles, qui fait moins 2 d'évaluation au Maccabi, c'est peut-être pas totalement... Évidemment, mais je trouve que là, Jake Carey est un peu plus éloigné du cercle, il a les rebonds moins faciles, et ce qui n'était pas le cas sur les premiers matchs, parce que finalement, on savait pas comment aborder cet Asvel. Maintenant, ils ont ciblé les points forts, mais ce qui en dit long finalement sur le talent qui est prêté aux Nigérians. Donc, moi, je trouve que c'est une très très belle réussite. Je pense que de par son physique, sa manière de jouer en GP League, ça posera pas de problème. C'est pas un joueur qu'on va pouvoir arrêter facilement. En Euroleague, face à des équipes et des coachs d'expérience, ça va devenir de plus en plus difficile. C'est pour ça que ajouter un deuxième pivot, ça devient primordial. Et avoir des extérieurs qui cherchent et qui arrivent à se libérer à terme, c'est aussi indispensable. Très clairement, l'absence d'Adrian Payne sur les derniers matchs a beaucoup pesé. Moi, j'ai couvert le match contre l'Anadolu Efes, qui était la première défaite à domicile, qui est une défaite assez courte. Et très clairement, s'il y a un deuxième pivot au relais de Jake Carey, ça change tout, parce qu'à un moment, ça ouvre la raquette, ça fait plus les mêmes fixations. Arnaud, toi, par contre, tu suivais le match hier pour nous, pour l'équipe. Tu l'as trouvé comment, Jake Carey? Il me semble qu'il était cramé sur les matchs précédents. Oui, il tire la langue. Effectivement, il y a un mélange de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a en effet, le joueur est aujourd'hui ciblé. Il a une cible dans le dos, comme on dit. C'est devenu aujourd'hui sur les 10 premiers matchs de la saison d'Euroleague, je pense qu'il n'est pas loin d'être dans le 5 majeur, à peu de choses près. Hein. Si c'est pas dans le premier, c'est dans le deuxième 5. Donc c'est une vraie surprise. Alors évidemment aujourd'hui, il commence un petit peu à être ciblé. Et je pense que oui, le manque de rotation fait que l'enchaînement des matchs, n'oublions jamais que l'Euroleague est une épreuve extrêmement physique et que toutes les semaines, pour ne pas dire tous les 3 jours, ils se coltinent des mastodontes, voire 2, parce que chez l'adversaire en général, il y a du relais, il y a du personnel qui est envoyé sur le terrain pour s'opposer au pivot notamment. Et comme Jake Carey et l'Asvel ont battu vraiment leur début de saison sur leur force intérieure, à la fois la complémentarité entre Livio Jean-Charles et Tony Jake Carey et leur capacité justement à être vraiment une équipe qui s'oppose physiquement et défensivement à l'adversaire, je pense qu'à un moment donné, il tire la langue. Il est humain, tout simplement, ce bon Jake Carey. Il tape un peu le mur, c'est un peu logique, il n'y a pas de surprise, c'est même plutôt sain de voir ça quelque part. Alors évidemment, là, il y a urgence, il faut absolument qu'il ait un relais rapide, sinon l'Asvel aura beaucoup de mal à tenir le choc au mois de décembre avec des matchs qui s'enchaînent. L'arrivée d'un remplaçant blessure, d'un pigiste médical pour Jake Carey, ça devrait être le seul mouvement. Est-ce qu'on en sait plus? En gros, Tony Parker a toujours annoncé, on ne met pas forcément énormément sur la masse salariale cette année, on a fait un effectif et on n'y touchera pas. Ouais. Vous y croyez ou vous pensez qu'il y a un moment où il y aura des obligations d'adaptation? Pour l'instant, je vois pas pourquoi. Je pense que s'il y avait eu... Antoine Dio, par exemple. Non, mais s'il y avait eu une volonté de changer un joueur, je pense que le seul qui, pour l'instant, qui est en dessous de ce qu'on attend de lui, c'est Jordan Taylor, qui est pas au niveau. Il y a eu un sursaut contre Moscou, magnifique sursaut. Malheureusement, derrière, il confirme pas. En l'absence d'Antoine Dio, là, il a vraiment l'occasion de se remettre en route, d'être conforme à ce qu'on attend de lui. Et puis, hier soir à Tel Aviv, il fait un très mauvais match encore. Il a du mal à enchaîner les bons matchs, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si vraiment il y avait eu une volonté de changer un joueur, je pense que c'était lui, forcément, le plus menacé. Il l'a pas été. Je pense pas, sauf évidemment un enchaînement de défaites en Jeep Elite au mois de décembre, ce qui est pas inimaginable, parce que le calendrier, encore une fois, va se densifier. Là, peut-être qu'il pourrait y avoir un changement, mais je ne pense pas que ce soit d'actualité. En revanche, pour mettre à jour les infos sur le remplaçant d'Adrian Payne, j'ai parlé avec un des responsables de l'Asvel juste avant d'enregistrer ce podcast. En fait, il n'y croit pas du tout pour la semaine qui vient, pour des raisons d'abord logistiques. Obtenir un visa pour la Russie, puisqu'il joue à Saint-Pétersbourg vendredi prochain, obtenir un visa pour la Russie, c'est très compliqué. C'est pas nos grands reporters partis en Chine cet été que je vais l'expliquer. Ça peut être très compliqué dans ces pays-là. Et puis surtout, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui viendrait pour un mois avec des conditions financières, qui accepterait les conditions financières, le fait de ne pas venir que pour un mois, etc. Et puis surtout très peu de temps d'entraînement. Donc intégrer un joueur comme ça, un pivot, d'autant plus un pivot qui a quand même un rôle important dans un collectif, c'est monnaie rare déjà. Un pivot. Trouver un pivot qui remplit toutes les cases, comme on dit, très compliqué. Donc ils ont peu d'espoir d'avoir quelqu'un la semaine prochaine.
Tant que ça touche pas, je pense, le résultat de Jeep Elite, il n'y aura pas péril en la demeure. Donc il faut quand même souhaiter et espérer que Adrian Payne finisse par faire son retour, parce qu'on est quand même sur un enchaînement incroyable d'une blessure à l'œil, puis ensuite l'articulation au niveau du pied. Imaginez une blessure de Jake Hill. On fait comment c'est le drame. Voilà. Pendant l'absence de Payne. Donc, le problème, c'est que Payne devait revenir 3 ou 4 semaines quand il a été blessé la première fois. C'était le 4 octobre, je crois. Et à chaque fois, ça a été repoussé d'une semaine, 2 semaines. Maintenant, c'est carrément indéterminé. On parle de quoi, de mi-décembre maintenant, même pas fin décembre. Oui, donc c'est... Et pour rester sur les individualités, tu as parlé de Jordan Taylor qui pour l'instant est une déception. On pourrait quand même aussi parler d'Edwin Jackson. Yann, toi qui a parlé avec lui, qu'est-ce qui se passe avec Edwin cette année? Il était attendu comme un scoreur, ce qu'il est, mais un des principaux scoreurs de l'Asvel, il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas. Alors, jusqu'ici, ça n'était pas dommageable, mais on peut considérer qu'il y a au moins, l'Asvel aurait pu au moins prendre une victoire de plus en Euroleague dans quelques matchs serrés si il avait apporté le minimum. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en Jeep Elite, c'est le meilleur marqueur de Villeurbanne. Il met presque 14 points. Il a des pourcentages conformes à ce qu'il savait faire. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a un élément de jeu, pour l'avoir vu lors de sa meilleure saison à Estudiantes il y a quelques années, où il était meilleur marqueur du championnat d'Espagne. Il y a quand même une énorme différence dans le jeu, parce qu'en Espagne, Estudiantes, Madrid, en tout cas, il prenait tous les ballons. Donc, il jouait tous les ballons. Il driblait, il créait, il provoquait des fautes, il faisait des passes. En fait, tout passait par lui. Donc, il y a une vraie question. Est-ce que Edwin Jackson a besoin de jouer comme ça systématiquement pour s'exprimer? Je pense qu'il n'y a pas besoin que de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le jeu de l'Asvel, aujourd'hui, comme dans d'autres équipes où il a été, il peut y avoir pas mal de pick and roll ou de jeux où les arrières vont être moins impliqués directement dans le maniement du ballon et dans la création du jeu. Et je pense que ça, c'est un peu dommageable pour lui. À mon avis, ça, c'est un élément. Ensuite, évidemment, il a une responsabilité, parce qu'à son niveau de pédigré, il est ancien meilleur marqueur du championnat de France, ancien MVP français de Jeep Elite. C'est aussi à lui, évidemment, de créer du jeu. Ce qu'on a vu hier contre le Maccabi à Tel Aviv n'est pas très, très positif, parce que c'était un match où, effectivement, quelque part, ils avaient tout à gagner dans ce match-là. Il n'y avait pas une obligation de résultat du tout. On sait bien que gagner à Tel Aviv, c'est pas arrivé pour un club français depuis 96. C'était au siècle dernier. Donc voilà, donc il avait tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il se lâche un peu, et que, en plus, il a eu des tirs ouverts assez tôt. Enfin, il y a eu des tirs ouverts pour l'Asvel assez tôt dans le match. Donc franchement, c'est un peu décevant. Et puis surtout, ce qui est inquiétant, c'est que je l'ai trouvé un peu lourd sur ses appuis hier. Il y a des choses qui vont pas, quoi. Il a beau nier, essayer d'opposer des choses dans son discours actuellement, qui est très audible, hein. Attention, il dit des choses très sensées, Edwin, comme souvent d'ailleurs. Mais par contre, là, on voit bien qu'il y a une différence entre son état d'esprit face à la presse et la réalité des choses. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus en perte de confiance qu'il ne veut bien le dire. Et Yann, si je ne me trompe pas, il avait évoqué aussi une douleur au genou. Oui, rappelez-vous, c'était assez. L'image était assez méchante, en fait. Contre Olympiakos, c'est le premier match où il tourne le genou, et en réalité, quand on voit l'image, on a vraiment peur qu'il soit fait les ligaments croisés, parce qu'il y a une énorme torsion, ce qui veut dire que derrière, pendant 15 jours, déjà, il ne s'entraîne pas, il ne joue pas. Et ensuite, il est possible qu'encore aujourd'hui, il ressente une petite douleur. Et la moindre douleur, je vous rappelle, pour quelqu'un qui est considéré comme un shooter ou un scoreur, la moindre douleur au genou dans un appui change complètement votre shoot, et ça peut changer votre vitesse d'action aussi. J'aimerais qu'on passe, juste parce que le podcast avance, à la Jeep Elite. On en a assez peu parlé pour l'instant, avec l'Asvel. Le fait que l'équipe est pour l'instant à 10-0, et le fait qu'il y a un match qui arrive bientôt, qui aura lieu le 6 décembre, qui sera le match au sommet de la Jeep Elite, entre Boulogne-Levallois et l'Asvel, qui aura lieu à la salle Marcel Cerdan de Levallois. Pour avoir couvert plusieurs fois les métropolitaines cette année, c'est assez fort, c'est même assez sexy à regarder, il faut dire les choses, ça joue très bien. Et donc là, on peut se demander si Levallois est l'adversaire numéro 1 de l'Asvel cette saison, ou si l'Asvel n'a pas d'adversaire à sa mesure cette année en championnat. Qu'est-ce que tu en penses, Amaury ?
Plutôt la deuxième. Je pense que c'est une réponse un peu convenue, mais l'adversaire de l'Asvel, c'est l'Asvel en fait. Il y a une telle différence. Il y a une grosse différence de niveau à mon sens. Je pense que Arnaud est pas d'accord, hein, je précise. Hein, ça se mais voit. il contre-argumentera tout à l'heure. Mais si on parle du Asvel au complet, avec ses joueurs à disposition, avec un état d'esprit qui reste le même, un coach qui arrive à gérer le temps de jeu, ses minutes, etc. Et 70 matchs dans les pattes en play-off. Il travaille pour ça. Après, s'il devait perdre contre Boulogne, ça fera peut-être de Boulogne une équipe capable de faire tomber le champion de France, qui aura un peu tiré la langue quand même au bout de plusieurs mois. Mais oui, Boulogne, je les ai vus aussi. C'est sexy, c'est sympa, mais ça respire pas non plus la stabilité à 100%. Voilà, j'aimerais avoir ton avis. Je ne mettrai pas ma main coupée que Boulogne va faire tomber l'Asvel. Alors, moi, c'est pas Boulogne, c'est Monaco. Boulogne, ouais, j'attends de voir. J'attends de voir d'ailleurs avec impatience ce match contre l'Asvel dimanche en 8. Moi, je pense que l'adversaire, numéro 1 de l'Asvel, c'est davantage Monaco, parce que Boulogne a beau avoir un effectif très, comme vous l'avez dit, très sexy et un banc et des postes quasi doublés. Malgré tout, c'est pas le niveau quand même de talent de l'Asvel. J'attends de voir dans les moments un peu compliqués, il va y en avoir pour Boulogne-le-Valois. Pour l'instant, on n'en a pas eu vraiment. Ils ont quand même pris une petite doudoune au Portel. C'est toujours un petit avertissement quand même. Hein. C'est bien la démonstration que vous n'êtes pas les plus forts du monde. Ça fait pas de mal. C'est plutôt positif pour eux, sain pour eux. Mais moi, je pense que Monaco a davantage les moyens quand même. On connaît la capacité d'Obradovic à mettre en place un système entre guillemets un système, en tout cas une philosophie de jeu qui peut être très dure, qui peut être très justement, qui peut s'opposer et briser celle de l'Asvel. Je pense qu'on a un vrai combat de coach en perspective. On l'a vu l'année dernière en finale. Sur la fin de saison, on voit bien qu'il y avait très peu de différence finalement entre les deux équipes, et je pense qu'il y en aura très peu encore cette année, parce que voilà, Monaco prend son temps, mais met en place son échiquier avec là, on a vu arriver Norris Cole. Norris Cole, 2 titres. Petit joueur. Je veux bien que ce soit le plus grand joueur de l'histoire du monde, mais c'est quand même un sacré joueur qui, à mon avis, en JP Elite va faire beaucoup de différence. Reste à savoir comment tout ça va s'organiser avec Dibost, avec 3 meneurs de jeu, entre guillemets, 3 petits arrières. C'est pas forcément toujours évident, mais et puis il va y avoir un renfort intérieur tôt ou tard aussi, je pense, donc du lourd. Donc franchement, je pense qu'on va avoir 2 belles équipes normalement en play-off, si tout va bien, s'il n'y a pas de pépins importants d'ici là. Puis Monaco n'aura pas joué 70 matchs, ils n'auront pas joué une saison régulière. Ils sont en Eurocup pour l'instant, voilà. Yann, est-ce que tu penses que c'est grâce à Monaco, peut-être grâce à d'autres, qu'on va éviter l'apparition d'un championnat que j'appellerais à la lituanienne? Un exemple, c'est que le Žalgiris Kaunas, en gros, est une équipe qui est tellement aujourd'hui avec la dynamique de l'Euroleague qu'elle écrase son championnat, alors que pour autant il y a des équipes assez valables. Lietuvos Ritas Vilnius, c'est quand même pas une demi-équipe, mais ça n'empêche que le Žalgiris est champion depuis 9 années consécutives, et que c'était un risque qu'on pourrait avoir avec l'Asvel qui démultiplierait ses moyens, ses effectifs et donc son potentiel. C'est un risque, mais pas à court terme déjà. Le championnat français est plus homogène. Le niveau de base est beaucoup bien plus élevé qu'en Lituanie ou dans des championnats comme ça. Je n'y crois pas trop à ça pour l'instant, puisque si on cumule le calendrier de l'Asvel, de toute façon, il y a un espèce de rééquilibrage qui se fait. Et puis il faut voir cette année que malgré le bilan, comme disait Arnaud en début de podcast, l'Asvel n'a pas gagné ses matchs comme ça tranquillement. D'ailleurs, l'un des leitmotifs de l'année, c'est qu'ils sont systématiquement revenus d'écart, souvent en fin de match, pour décrocher la victoire sur le fil. Le Panathinaikos, je vous rappelle, menait de 13 points à l'entrée du dernier quart-temps à Villeurbanne, et ça s'est passé également en championnat au moins à 2 ou 3 reprises. Mais je ne veux pas me faire l'avocat de l'Asvel, mais n'oublions pas que d'autres équipes vont peut-être se retrouver dans le même cas, mais je veux vraiment pas oublier qu'ils ont vécu un début de saison avec une infirmerie qui a quand même eu des joueurs majeurs en son sein. Il leur manque donc un pivot depuis quasiment le début de saison. Théo Malédon commence à peine sa saison. Antoine Dio, blessé, voilà, il y a de la gestion. Leur potentiel meilleur scoreur ne score pas.
un meneur de Jordan Terry. Donc imaginons l'Asvel avec un vrai potentiel exprimé, je pense qu'on est quand même largement au-dessus du lot. Oui, mais évidemment, mais ils ont plus de moyens financiers. Ça peut devenir comme ça. Mais après, l'autre question, c'est est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas ? Est-ce que ça tire l'ensemble du basket vers le haut ? Je pense que s'il n'y avait pas l'Asvel, je suis pas certain qu'on aurait vu un projet aussi flamboyant émerger du côté de Boulogne-le-Valois. Je pense que tout ça fonctionne ensemble. À mon avis, oui, quoi qu'il arrive, ça tire. De toute façon, ça va tirer vers le haut. Et le fait de passer à 16 équipes l'an prochain va, je pense, faire progresser un peu plus encore le niveau du championnat en termes de densité. Pourquoi ? Parce que les meilleurs joueurs français vont être répartis sur 16 équipes et pas 18. Ce qui, bon, moi j'étais favorable carrément à passer à 14 parce qu'il y a pas assez de très bons joueurs français dans le championnat de France aujourd'hui, puisque là, grosso modo, les 30 meilleurs joueurs français jouent à l'étranger. Donc, moins on aura d'équipes dans l'élite et plus on aura de la qualité, je pense. Donc cette qualité-là va s'améliorer avec le temps. Alors évidemment, le jour où l'Asvel a 30 millions d'euros de budget, ça sera difficile de lutter. Mais c'est pas encore pour demain. Voilà. Aujourd'hui, Monaco a une masse salariale supérieure à celle de l'Asvel. Ça se joue à quelques dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros, mais l'Asvel n'a pas encore la première masse salariale. Donc si Gaëtan Muller, le président délégué, il avait annoncé, je crois, il espère atteindre 7 à 8 millions de masse salariale d'ici 4 ans. Si la prédiction se réalise, évidemment, là, il y aura un gap énorme avec le reste du championnat. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Sauf si Monaco s'est qualifié également en Euroleague en jouant ses matchs à Antibes, pourquoi pas ? On ne sait jamais. Non, je voudrais finir ce podcast par une dernière question qui est pas anodine. Vous êtes tous allés à Villeurbanne, si je ne me trompe pas, cette saison. Il y a énormément de matchs qui sont joués. Il faut attirer du public à chaque match. J'ai l'impression quand même que ce début de saison est aussi un début de saison réussi au niveau populaire à Villeurbanne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour y être allé 2 fois, oui, ça le comble. Moi, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que quand l'Olympique Lyonnais s'est intégré au projet, ils avaient aussi ramené un peu les Ultra Lyonnais pour mettre de l'ambiance dans cette salle, et en fait, le public n'a pas du tout apprécié pas la même culture, ce potentiel vocal, on va dire, mais en fait, les gens étaient assez surpris et choqués par les insultes qui pouvaient fuser dans les gradins, le manque de respect. Et en fait, finalement, depuis que ça a été un peu épuré, tout ça, et sur les matchs de Euroleague que j'ai fait, il n'y avait pas ces ultras-là, il y avait vraiment les vrais supporters villeurbanais. Je trouvais que l'ambiance était vraiment belle. Face au club du Pana, il y avait le COP grec qui faisait un bruit monstre, et en fait les supporters de l'Asvel se sont pris au jeu à essayer de répondre, d'avoir du répondant, donc ce qui derrière a galvanisé les joueurs qui l'ont dit eux-mêmes. Quand on est avec ce public-là, on a vraiment l'impression d'avoir un 12, un 13e homme, on appelle ça comme on veut. Et à la fin, en plus dans le respect, puisque le COP grec avait été applaudi par le public villeurbanais. Donc on sent qu'on a un public de plus en plus connaisseur, qui apprécie de plus en plus cette équipe, même si elle n'est pas obligée de gagner chacun de ses matchs. Les matchs en semaine, que ce soit le mardi ou le jeudi, je pense que l'Astrobal est aussi rempli. Donc, Vous aviez des doutes ? Sur la continuité, la répétition, que peut-être sur certains matchs soient moins remplis que d'autres, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ouais, mais la finale du championnat de France, déjà, moi. T'as quand même des affiches là toutes les semaines quand t'as été sevré pendant quelques années, tu vois passer le Fenerbahçe, Anadolu Efes, qui sont deux équipes du Final Four de l'an dernier. Le CSKA. Moscou. Bon, t'as pas encore les Espagnols qui sont pas passés, qui arriveront sur la deuxième moitié de saison. Madrid, Barcelone. Bon, t'as envie de voir ça. Le Bayern Munich, c'est une affiche. Certes, c'est pas une équipe qui a un passé, une histoire extraordinaire et qui a forcément des joueurs super sexy à présenter. Mais bon, c'est le Bayern Munich, c'est une marque. Quand ça vient à Lyon, c'est pareil, ça viendrait à Paris. On sait très bien que ça c'est quand même différent de Ulm. C'est différent de Ulm, évidemment. Et moi, j'ai toujours été persuadé que même à Paris, où il n'y a pas de culture basket très forte ces dernières années, malgré tout, tu fais venir l'Euroleague à Paris, tu remplis parce que c'est la culture du show, des affiches, des étoiles, quoi, quelque part. Et à Lyon, ça marche. Donc à Paris, ça marcherait aussi. Les grandes villes, ça fonctionne comme ça. Les étoiles, moi, je les ai dans les yeux en vous écoutant. Vraiment merci. C'était un très bon podcast qui s'est appelé l'Asvel premier bilan. Ça signifie probablement qu'il y aura un Asvel deuxième bilan, peut-être même troisième bilan. On verra au fur et à mesure de l'évolution de la saison. Merci, messieurs, et à la semaine prochaine.